Alors, maintenant, je voudrais qu'on passe un peu aussi aux élèves de René Dumont, parce qu'on a la chance d'avoir dans la salle un élève de René Dumont qui s'appelle Charles Rémy. Charles Rémy, si vous voulez bien venir jusqu'à nous, je vous présente pendant que vous arrivez. Alors, Charles Rémy, ce qui est bien, c'est qu'il a publié un livre dont je cherche, ben, je vais le trouver là, qui s'appelle Comment on devient écologiste. Et c'est un livre qui recueille des textes de René Dumont. Alors Charles Rémy, qui a été l'élève de René Dumont, agronome, a préfacé ce livre, le commente au fur et à mesure, et il a choisi certains passages. Alors il va nous dire un peu les passages qu'il a choisis justement dans toute l'œuvre de René Dumont, mais peut-être une question avant. Comment était le professeur René Dumont? Parce que nous, il nous impressionnait quand même, ce professeur. Oui, alors, bon, effectivement, j'ai eu la chance d'être un des derniers élèves de René Dumont à l'Agro. J'oubliais, excusez-moi, de dire que vous êtes aussi... Bien là oui. Oui, oui, et vous parlez un petit peu plus fort, mais vous êtes le trésorier de la Fondation René Dumont aussi. Hein, oui, vous assumez cette tâche difficile du trésorier. Oui, surtout d'être trésorier d'une association qui n'a absolument pas d'argent. Ah, ça, c'est encore plus dur. Ça, c'est juste un petit commentaire. Bon, oui, le professeur était effectivement un professeur totalement, disons, improbable et étonnant. Il faut savoir que moi, j'ai été son élève peu de temps après 68. Bon. Et que c'était justement un des seuls professeurs qui s'était totalement défait du côté, disons, un peu professoral, des amphis très théoriques, etc. Bon, en fait, moi j'étais son élève une dizaine d'années avant, comme on le voit dans le film, mais il était à peu près de la même façon, quoi. Bon. D'ailleurs, il y a un certain nombre de scènes tournées qui ont été tournées dans l'amphi de l'Agro, où moi je l'ai vu réel. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'était un très très bon pédagogue qui ne parlait que du concret. Et moi, ce qui m'a frappé aussi beaucoup, c'est que il n'était pas du tout, il n'avait jamais la science infuse, si vous voulez. Il aurait pu, professeur, la chaire d'agriculture comparée qu'il avait créée, bon, c'était devenu presque un notable à l'Agro. Hein, c'était vraiment, d'ailleurs, il était tenu comme ça. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois à des questions de ses étudiants. Être un peu... Il y avait un petit silence, comme on l'a vu des fois dans le film. Voilà. Il avait un petit sourire et puis il disait « Ah ben ça, je ne sais pas. » Voilà. Et ça, je trouve que quand même, c'est dans sa personnalité un caractère sur lequel il faut insister, parce qu'effectivement, c'est très rare à son époque. C'est aussi comme ça qu'il est devenu écologiste à partir de l'agronomie, comme je crois que c'est Bernard Langlois qui l'a expliqué tout à l'heure aussi. C'est que justement, il se remettait tout le temps en question. C'est quelqu'un qui était un bourreau de travail, qui travaillait énormément, qui était toujours à lire, à apprendre, à travailler des questions. Et c'est comme ça, effectivement, que sa prise de conscience écologique s'est peu à peu mise en place. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, justement, avec un certain nombre d'extraits. Voilà. Bon, là-dessus... Alors, pourquoi ce choix de texte et un petit peu l'orientation? Ce choix de texte, bon, pourquoi? D'abord, ce livre est une commande. Moi, je ne me serais jamais lancé dans ça tout de suite. Bon, une fois que j'ai accepté la commande, je ne m'étais pas rendu compte, mais en fait, ça a été beaucoup de travail parce qu'il a fallu quasiment lire ou relire la plupart de ses ouvrages. Bon, ce qui a pris beaucoup de temps parce qu'il a beaucoup écrit. Bon. Là-dessus, la sélection, j'ai fait le bouquin en deux parties. Une partie était purement sur la partie écologique, donc c'est en gros la deuxième partie de sa vie, de son travail. Disons, on peut mettre à peu près la rupture après l'élection présidentielle. Voilà. Et la première partie, j'ai quand même voulu, parce que moi je suis aussi agronome, et je pense que c'est un apport très très important, j'ai pu insister sur ces livres dédiés spécialement à l'agronomie. Mais il faut savoir que quand il parle d'agronomie, ça n'est pas purement comment développer l'agriculture dans les différents pays du monde. Hein. Il parle aussi de pacifisme, il parle aussi
de socialisme. Il parle aussi de la fin dans le monde, parce que ça a été toujours le point qui a été son moteur, hein, d'ailleurs. Et il parle aussi sa compagne Charlotte Paquet le disait encore il y a quelques années. Et vous parlez aussi de Cuba quand vous étiez étudiant. Alors oui, alors ça aussi c'est une anecdote, mais effectivement, après un cours très très savant sur les différentes méthodes d'agriculture, je ne sais pas quoi, en Afrique, en Amérique latine, tout d'un coup, voilà, il se mettait à parler de son ami fidèle. Voilà. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il était là, mais il était tel quel, c'est-à-dire qu'il ne livrait pas du tout. Bon, il parlait de son expérience, mais il parlait surtout de toutes les questions qui se posaient, parce que vous savez qu'il a été plusieurs fois à Cuba. Sur 15 ans, parfois à la demande de fidèles, parfois un peu contre lui. Et lui qui était très enthousiaste au départ de l'expérience castriste, c'est très très vite rendu compte, hein, des problèmes, aussi bien sur le plan de développement agricole, parce qu'effectivement il y a eu des erreurs assez monstrueuses, et ça a été les premiers problèmes qu'il a rencontrés avec Fidel Castro, et puis après de la dérive totalitaire du régime. Voilà. Où il expliquait très bien, mais dès ses premiers ouvrages sur Cuba, qu'on ne pouvait pas faire une réforme agraire, voire une révolution agraire, sans une vraie démocratie et sans, disons, une liberté de parole et de presse. Voilà. Alors je crois que votre livre, justement, vous pouvez le garder, hein, parce que de toute façon j'en ai un, je ne sais plus où je l'ai mis, mais je l'ai. Je l'ai lu. Non mais ceci dit, sans faire de la pub, il ne vaut que 10 €. Bon, mais vous m'aviez dit aussi que les étudiants à l'agro aujourd'hui, bon, considérer René Dumont un peu comme un illuminé, même si il y a un amphithéâtre qui porte son nom maintenant, l'amphithéâtre René Dumont. Et donc c'est quand même important que ce livre, disons un peu un condensé, hein, de ces textes, parce que bon, il y a au musée du vivant, donc qui a été créé maintenant, où il y a toutes les archives de René Dumont, il y a des sommes et des sommes de livres qui ont été publiés, mais aussi tous les textes, les recherches, les enquêtes de terrain, puisque René Dumont, c'était un agronome de terrain. Je ne sais pas si Irène Benani... Ah, voilà, Irène. Est-ce que vous pouvez venir jusqu'ici, s'il vous plaît, Irène? Parce qu'on vous a vu dans le film avec les chèvres, et j'ai besoin de savoir maintenant, comme vous étiez aussi une élève de René Dumont, et il a bien dit, je n'ai jamais conseillé à mes étudiants et mes étudiantes de faire ce travail. Voilà. Alors, bonjour Irène, on va vous passer le micro parce que voilà deux agronomes, deux agronomes élèves. Voilà, j'ai eu la chance de travailler un peu avec René parce que j'ai été pendant un an assistante à l'IEDES de Mazoyer, qui était le successeur de René Dumont. Donc c'est comme ça que j'ai pu faire quelques travaux avec René. Et ce que je voulais dire, c'est que, bon, d'abord, le moteur essentiel de René, c'est qu'il aimait les gens. Et je crois on explique beaucoup de choses. Il faut le voir sur le terrain. Bon, il aimait les gens, et surtout les gens les plus fragiles, les plus en difficulté. Et il écoutait les gens. Il n'avait jamais de message à passer. Quand il allait voir des paysans, c'était vraiment pour les écouter. C'est des leçons extraordinaires qu'on a pu avoir en travaillant avec lui, parce que j'ai jamais vu quelqu'un d'autre aussi à l'écoute des gens et aussi respectueux, essayant de comprendre pourquoi quelqu'un fait ça. Il essaie toujours de comprendre. C'est pas parce qu'il est bête, parce qu'il sait pas, c'est parce que effectivement il y a une raison ou économique ou agronomique ou qui fait qu'il faisait tel choix et tout. Donc je crois que c'est l'essentiel de ce que je garde de leçons de René, c'est sa profonde empathie pour les travailleurs de la terre, pour les paysans du monde entier, et cette façon de savoir écouter, de se remettre en question, et on l'a senti dans toute sa carrière, quoi. Alors justement, quand on a fait le film, on a dit, mais il faudrait quand même qu'on aille voir des paysans. Et tout de suite, il nous a dit, on va aller voir Irène. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on a été reçus chez vous. Oui, alors il avait dit, quand je lui avais dit que je voulais m'installer, parce que j'avais un peu des scrupules de travailler, d'aller comme expert, etc., de gagner très très bien ma vie comme expert international, FAO et compagnie, et d'aller expliquer aux gens pourquoi ils crevaient de faim, que c'était un peu malheureux, mais que c'était comme ça.
Donc j'en ai eu marre, j'ai tout arrêté, je voulais être agricultrice moi-même. Et il m'a dit, écoute, il y a 3 façons de se ruiner dans la vie. C'est d'entretenir, pour un homme, parce que bon, c'est d'entretenir une danseuse, enfin bon, de jouer au casino ou d'être agriculteur. Bon, j'ai choisi la 3e solution. Alors dites-nous, parce que les chèvres que nous avons vues, malheureusement, vous en êtes séparées, même si elles vous répondaient très bien. Ensuite, il y a eu l'élevage, enfin les poules pondeuses. Oui. Et maintenant, où vous en êtes? Parce que ça fait 20 ans là qu'on s'est pas revus. Bon, j'ai l'âge de la retraite. Après, il y a eu d'autres événements qui font qu'on a pu agrandir notre exploitation et louer l'exploitation d'un voisin et donc de passer en élevage de vaches salaires en plein air. Et maintenant, j'ai un fils qui travaille, enfin à côté parce que ça suffit pas, mais qui veut pas qu'on arrête. Donc, en fait, on a notre boss, c'est notre fils, qui nous dit à distance comment on doit continuer à travailler. Voilà. Bon, ben merci Irène, parce que vous venez aussi de loin. Votre mari Hassan n'a pas pu vous accompagner parce que lui aussi travaille, hein, il continue à travailler. Bon, peut-être que maintenant, il va falloir qu'on écoute les politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais justement, je vais faire une transition. Oui, eh bien allez, faites une transition, puis après on passe aux politiques. Parce que bon, en général, de donner la parole. Oui, puis c'est un petit clin d'œil pour Emma, là. Emma est arrivée aussi, oui. Voilà. C'est juste, bon, d'ailleurs, c'est un petit extrait que j'ai repris dans mon livre, qui est extrait en fait d'entretien avec Jean-Paul Ribes, que beaucoup de gens, je pense, connaissent, et qui est juste quelques mois après l'élection présidentielle. Bon. Et en fait, bon, c'est en fait une série d'interviews, enfin de réponses à des questions de Jean-Paul Ribes. Et là, il y a une question qui se posait déjà en 1974, quels sont les dangers qui guettent le courant écologiste? Et la réponse de Dumont est la suivante. Un premier danger est celui du dogmatisme, prétendent avoir résolu tous les problèmes, avoir toujours raison, etc. Nous devons affirmer des positions, certes, mais avec modestie. Elles ne sont jamais irréversibles. Nous en sommes là aujourd'hui, mais il faut toujours laisser de la place pour autre chose. L'écologie est une science neuve et balbutiante dans certains domaines, et de plus complexe, puisque fondée sur la synthèse de toutes les autres sciences. Ce que nous savons, nous le disons, mais rien de plus. Il y a aussi le danger d'une certaine récupération publicitaire. Bon, ça, c'est le greenwashing. Il y a enfin un danger du côté des partis politiques. Tous ont un nouveau souci, l'environnement. Mais ils continuent à manipuler l'opinion et à imprégner tous les programmes et projets avec des choses qui sont en contradiction formelle avec le souci écologique. Je le ramasse. C'est pas grave. D'autres dangers sont de caractère interne. Alors c'est là que je trouve ça très pertinent aujourd'hui. Il faut, à mon avis, s'entendre sur un minimum d'attitudes communes. D'abord, admettre que l'écologie doit se placer sur le terrain politique. Écologiser la politique et politiser l'écologie. Je pense que politiser l'écologie, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Par contre, écologiser la politique, je pense que là, le chantier reste très ouvert. Admettre l'idée d'une coordination très libre mais nécessaire entre les écologistes, favoriser la circulation des idées au sein d'une structure libre mais non dogmatique, qui ne soit surtout pas un parti dominé par une personnalité écrasante, comme c'est le cas au Parti socialiste, où la minorité doit se plier devant le chef. Il faut donc trouver une juste mesure entre le désir de convergence et l'existence de noyaux très autonomes. Et bien voilà les conseils que donnait René Dumont. Maintenant, lui-même ne s'est jamais lancé. Là. Donc on ne sait pas. Écrit en voilà. 75. On ne sait pas ce qu'il aurait fait lui-même. Mais non, bon. Alors, pour dire qu'il ne s'est pas lancé, voilà. Je pense qu'il ne faut pas lui en faire reproche, parce que je pense que vraiment, il n'était pas fait pour ça, quelque part, et ça n'a jamais été son objectif. Oui, c'est sûr. Ça n'a jamais été un politique. Et justement... Alors, on va maintenant peut-être quand même passer un peu la parole à nos amis que nous avons invités aussi. Mais alors, avant. Parce que, bon, nous, on a des paroles et puis aussi, on essaie d'avoir quelques actes. C'est pas beaucoup, hein. Mais j'ai préparé un petit cahier, là. J'ai mis quand même l'écologie ou la mort. Et puis, derrière, bon, j'ai remis ça. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'aurait dit René Dumont aujourd'hui? Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme je savais, je voulais faire circuler un peu ce cahier là pour que chacun mette un peu ce qu'il pensait aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire. Mais comme les premières pages, c'est toujours très difficile, moi j'ai commencé.
Qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai mis, et maintenant, on fait quoi? On arrête la fabrication des armes. Bon, ça, vous allez dire, les pacifistes, ça va, on les a entendus. On ferme les centrales nucléaires. C'est simple, hein, mais enfin, on n'a pas encore commencé, sauf quand elles vont très très mal. On supprime le diesel, pourquoi pas? On stoppe les grands travaux inutiles. On fait payer les gros pollueurs. Et pour commencer, non au capitalisme vert, oui à l'écologie du bonheur. Bon, ça c'est juste comme ça pour... Alors, si vous voulez mettre quelque chose, on fait circuler, parce que si tout le monde ne peut pas dire quelque chose, il peut toujours écrire sur le cahier. Alors, je fais circuler, et puis vous le passez de l'un à l'autre. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, ça ne fait rien, vous passez au suivant. Je commence par Bernard Langlois, parce que, bon, ben lui, il est obligé d'écrire quelque chose. Ah ben non, ça y est, il passe déjà. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, Sylvain Garel. Sylvain Garel. Est-ce que Sylvain Garel pourrait venir jusqu'à nous? Ah ben, je te passe aussi un stylo, tiens. Voilà, alors Sylvain Garel fait de la politique, mais il est historien. Nous nous sommes connus il y a longtemps avec Mépicré parce qu'il s'intéressait beaucoup à Louis Lecoing. Et déjà, ensuite, quand il est devenu conseiller de Paris, élu du 18e arrondissement, écrivain aussi La Butte Verte, La Butte Montmartre, donc avec ses origines un peu libertaires aussi. Bon, tout ça, ça nous intéressait. Et alors maintenant, par rapport à René Dumont, Sylvain Garel. Moi, René Dumont, je l'ai directement très peu connu. Simplement, j'avais 17 ans en 1974, j'étais un jeune militant libertaire. Et lorsque j'ai vu ce monsieur, qui pour moi paraissait comme très très vieux, il devait avoir l'âge que j'ai aujourd'hui, a commencé à parler, j'ai été très intéressé par son discours. Et très rapidement, avec quelques autres camarades, on a monté un premier groupe écolo dans les Yvelines à partir de ça. Et on a été, voilà, on a commencé à travailler. En même temps, on montait aussi un groupe antimilitariste, toujours les deux côtés. J'étais objecteur de conscience aussi. Et puis, nous aussi, on s'est posé longtemps la question de savoir s'il fallait rentrer dans un parti politique. Ça a été un débat qui a duré très très longtemps. Moi, pendant 15 ans, j'ai résisté. Et puis en 89, j'ai rejoint les Verts parce que j'ai compris que l'action politique était quand même déterminante pour arriver à faire évoluer les choses. Et je dois dire que, bon, j'ai entendu un certain nombre de réactions des journalistes, c'est assez intéressant. Probablement que Europe Écologie Les Verts a une très mauvaise image aujourd'hui et on peut comprendre un certain nombre de raisons. Mais je peux dire qu'ayant été élu pendant 13 ans conseiller de Paris, j'ai vu ce qu'ont pu faire des élus écologistes dans une ville comme Paris. On a réussi quand même à ce qu'aujourd'hui, il y a 25% de voitures en moins dans les rues de Paris. On a réussi à développer le vélo. On s'est opposé au tour. On s'est opposé à la vidéosurveillance. Alors, on n'a pas gagné tous les combats. Mais pourquoi on ne les a pas gagnés? Parce que nous n'étions pas majoritaires. Parce qu'on était minoritaires dans la majorité. Mais on a fait avancer beaucoup de choses. On s'est battu contre les Jeux Olympiques et on continue à le faire aujourd'hui. On s'est battu contre l'extension de Roland-Garros. On s'est battu. Enfin, il n'y a pas un seul des combats qu'on a menés ces 13 dernières années qui est un combat dont je peux avoir honte aujourd'hui. Je veux dire, on a mené toutes les batailles que l'on a pu et je pense que René Dumont aurait été d'accord avec toutes ces batailles. Je ne vois pas aucune de nos prises de position qu'on a pu avoir à la mairie de Paris. Moi, j'ai été un élu à la mairie de Paris, je ne parle pas nationalement. On a été aussi avec l'Union pacifiste rendre hommage aux mutins tous les ans, au mur de la paix. Enfin, on a fait plein d'actions qui sont dans la complète droite ligne de René Dumont. Et on a pu le faire parce qu'on était une organisation politique. Donc moi, je pense que les gens qui ont une sensibilité écologiste et qui pensent qu'il faudrait que les Verts soient plus radicaux, chose que je partage totalement, qu'il faudrait aller plus loin, simplement il faut nous rejoindre et nous amener aussi à aller plus loin et pousser et contribuer à faire... Bon. Alors, il reste une question que moi, en tant que libertaire, je me pose toujours, et la question du rapport au pouvoir. Et de voir comment les gens changent quand ils ont une position de pouvoir. C'est une vraie question. Je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution. Comment on fait pour que les gens qui, à un moment, ont une responsabilité politique, n'essayent pas de la conserver pour eux-mêmes et moins pour leurs idées? C'est un sujet très très compliqué. C'est un sujet qui se pose chez les écologistes, mais c'est un sujet qui se pose dans tous les courants politiques progressistes en tout cas.
Et je pense que c'est un sujet qui est un chantier toujours ouvert. Sylvain, effectivement, on se rencontre le 11, alors je dis bien le 11 novembre, au Mur de la Paix, à Paris. Donc, je crois que c'est toi qui as lancé cette affaire. Oui, c'est moi et quelques autres. Pour célébrer les fusillés. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup des fusillés de 14. On en parle aussi, grâce au Métron, des fusillés de 1940 à 1944. C'est ça, hein Claude Pelletier, on va en reparler. Mais bon, ça, René Dumont, bien sûr, il aurait été tout à fait dans cette ligne-là. Et alors, le 11 novembre, il y avait aussi Yves Contasso. Oui, bien sûr. Voilà. Alors Yves Contasso, est-ce qu'il peut venir jusqu'ici nous répondre aussi un petit peu? Parce que Yves Contasso s'est occupé des jardins, des parcs et jardins, comme conseiller de Paris. Et puis alors, grâce à Yves Contasso, aujourd'hui, le jardin d'agronomie tropicale porte le nom de René Dumont. Il y a aussi une coulée verte dans Paris qui porte le nom de René Dumont. Alors pourquoi René Dumont, cet attachement à René Dumont et à vouloir absolument proposer ces noms? Alors d'abord, moi, je n'ai pas connu René Dumont. J'ai connu Charlotte, et assez bien, puisque, y compris, il a fallu que j'intervienne beaucoup pour qu'elle ait droit simplement à avoir 200 € par mois de pension de réversion que le gouvernement français refusait de lui verser, au motif qu'elle n'avait pas été mariée assez longtemps avec René. C'est ça, le type de bagarre qu'on peut mener. Et quand on a décidé, à la demande de Charlotte, au-delà du jardin d'agronomie tropicale, que j'ai eu la chance de baptiser en sa présence, mais quand on a dit la coulée verte, tout près de l'endroit où ils habitaient ensemble, on va demander qu'elle s'appelle la coulée René Dumont, c'est 2 ans de bagarre avec le PS pour y arriver. Refus absolu de la maire du 12e, refus absolu du maire de Paris. Ça a été ça la réalité. Alors quand on nous dit qu'on ne se bagarre pas et qu'on est inféodé au PS, moi j'invite ceux qui pensent qu'il suffit de claquer du doigt pour que le PS nous suive à venir voir ce que c'est que la réalité du combat politique au quotidien. C'est pas la grande théorie. Moi je veux bien qu'on nous dise la décroissance, il suffit de la décider, elle se fera. Ou d'écrire, comme tu l'as écrit, qu'on ferme les centrales nucléaires demain pour que ça se fasse. Mais si on avait la capacité de le faire, ça se saurait. Premier point. Deuxième point, moi je trouve que trop souvent, on ignore à quel point les lobbies, ils existent dans les partis politiques comme à l'extérieur des partis politiques. Je donne juste un exemple. Tu as évoqué l'histoire des jardins. En 2001, je suis nommé adjoint chargé des jardins. Je dis les pelouses, elles doivent être accessibles dans les jardins parisiens. On a un peu oublié, c'était interdit, l'accès aux pelouses. Première grève, c'est qui? C'est les jardiniers. C'est même pas le PS qui, a priori, n'était pas contre. C'est les jardiniers qui disent « mais les jardins, c'est nous qui les entretenons. Si vous rendez les pelouses accessibles, on a plus de boulot et en même temps, elles seront moins belles, les pelouses. Et donc, vous détruisez ce que nous faisons. » Alors, évidemment, c'est être plus à gauche ou moins à gauche vis-à-vis des ouvriers et des jardiniers que de dire que les pelouses doivent être accessibles. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et tout est comme ça dans la réalité de la vie politique. Alors, moi, il me semble que cette question d'être plus à gauche ou moins à gauche, c'est la plus mauvaise manière de poser la question. Et je le dis très simplement parce que quand René Dumont dit plus à gauche, ça ne veut pas dire plus à gauche sur l'échiquier politique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça veut dire plus radical par rapport à un mode de pensée, et notamment le productivisme. Mais aujourd'hui, les plus à gauche, ils ne sont pas antiproductivistes. Et demander aux gens responsables du PC s'ils sont antiproductivistes. Hein? Eh ben oui, on peut parler de LO, on peut parler de... Mais attends, moi je suis 10 fois plus radical sur les questions économiques, financières. Mais d'accord, mais c'est bien ça le problème. C'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui être plus à gauche? Est-ce que c'est être dans un système proche du modèle théorique, pendant la mise en œuvre, d'un modèle de type communiste au bon sens du terme, ou est-ce que ça veut dire penser différemment le rapport à l'inégalité? Et ça, oui, là, moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus à gauche sur le rapport aux inégalités. Ça, oui. Et y compris en matière de croissance ou de décroissance, pour dire qu'on est pour une croissance d'un certain nombre de choses et une décroissance d'autres. Moi, je suis pour la croissance de l'accès à la culture, l'accès aux soins. Il y a un besoin de croître ça, dans ces domaines-là. En revanche, il y a une décroissance sur la consommation d'énergie, des biens jetables et volontairement obsolètes à très court terme. Donc là encore, le mot, il est réducteur. Et quand on dit décroissance, mais décroissance, allez dire à quelqu'un qui aujourd'hui vit à 400 ou 500 € par mois,
il va falloir décroître. Mais non, c'est la décroissance globale, effectivement, de la société. Mais sauf que ces gens-là, si vous leur avancez le mot décroissance, ils tournent le dos instantanément. Et ils vont voir qui? Ils vont voir le FN. Ils vont voir le FN. Et donc, il faut se méfier des simplifications sémantiques. Mais oui, je veux bien, mais ça, c'est la vraie vie quand on va aller voir les gens au quotidien. Je peux vous dire, quand on est sur les marchés, c'est ça qu'ils nous disent, les gens. C'est ça qu'ils nous disent. Et il ne faut jamais se gausser de termes quand on est en face de cette réalité. Et je pense que, là encore, c'est le dernier point, j'arrête après, mais s'il n'y avait pas des partis politiques, moi, je ne crois pas que l'écologie aurait fait le moindre progrès en France aujourd'hui. Je n'y crois pas. Parce que le fait d'avoir une structure politique oblige les autres partis politiques à se positionner, bien ou mal, plutôt mal globalement. Mais parce que simplement, le système électoral fait que s'il n'y a pas à un moment donné un aiguillon, quel qu'il soit, qui pose la question, tous les autres l'ignorent parce que ça n'a aucun intérêt électoralement pour garder le pouvoir. Parce que les grands partis politiques n'ont qu'un seul objectif, c'est de garder le pouvoir. Ce n'est pas de changer la vie, hein, ce n'est pas vrai. Donc c'est à ça que ça sert essentiellement. On a malheureusement un énorme défaut en France, c'est que notre système électoral nous impose de passer des alliances. Il suffirait qu'on ait la proportionnelle intégrale. Je pense que ça changerait radicalement notre positionnement en tant que parti écolo, parce qu'on ne serait plus obligé de passer des alliances. Oui, mais Hollande l'a promis, ça. Oh, comme tout le reste. Bon, comme le donc droit de on est pour les tranquille, immigrés, ça comme va tout le arriver, puisqu'il l'avait promis. Alors là, bon, c'est vrai que quand même, dans le parti écologiste, il faut reconnaître qu'il y a quand même des activistes. Emmanuel Cosque, est-ce que vous accepteriez de nous dire un petit mot? Parce que vous êtes maintenant la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Donc, on a entendu des choses sur les politiques. Vous avez bien fait de dire. Comme ça, vous allez pouvoir nous dire un petit mot là-dessus. Écoutez, bon, déjà moi, j'étais pas née en 64, enfin, quand René était candidat à la présidentielle. Je suis née en novembre 74. Et je dois tout vous dire, j'ai pas du tout été élevée. J'étais élevée avec des gens écolos, mais pas du tout dans l'histoire de René Dumont. C'était pas du tout ça dont on m'a parlé de 74. Si je vous dis ça, c'est que moi, René Dumont, j'ai découvert il y a à peine 10 ans. Je le dis parce que je pense que c'est très important, et notamment le livre que Charles a publié a un mérite très important, c'est qu'il a... Enfin, moi, j'avais lu quelques bouquins, mais ça permet aussi de donner un éclairage assez global de ce qu'a été la production de René Dumont à une génération qui, objectivement, ne le connaît pas. Comme elle ne connaissait pas plus André Gorz avant que les textes soient réédités il y a quelques années. Alors, je vous dis ça parce que je pense que c'est important d'avoir ça en tête et en même temps de quand même être conscient de l'apport et de la lucidité de ce qu'a dit et pensé René Dumont, mais y compris de ce qu'il a fait. Parce que ça paraît comme ça... les écolos et que je représente ont évidemment tous les défauts du monde et sont encore plus nuls que tous les autres, puisque c'est un peu ça qu'on nous envoie tout le temps dans la figure. Mais la réalité, c'est qu'on est si peu nombreux. Moi, je veux le dire, et c'est pas simplement lié à l'histoire de mouvements éclatés, tout ça, parce qu'il y a un mouvement associatif écolo et un mouvement politique écolo en France qui est quand même là. Mais il est super jeune. 40 ans, c'est rien. C'est rien par rapport à une matrice socialiste ou communiste. Je suis désolée, c'est rien. Et c'est rien dans un État tel qu'est le nôtre. Et c'est une des grandes difficultés, y compris de maturité politique, mais y compris d'expérience. Hein. Vous savez, moi, il y a 5 ans, je n'avais pas ma carte dans un parti politique. Ma première carte, je l'ai prise dans un parti politique en 2011. Et j'ai jamais fait de la politique institutionnelle, même si j'en fais aujourd'hui. Et quand on parle de combat politique, le mot est bien ce mot-là. Je dis ça parce qu'on souffre beaucoup de ça et qu'en plus, on a un système institutionnel qui est aussi fait pour nous bloquer. Vous parlez de la proportionnelle, ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons, que je travaille. Je ne suis pas certaine que cette promesse sera tenue, mais en tout cas, moi, je fais en sorte que des textes de loi soient déposés à l'Assemblée très concrètement pour ça soit discuté. La seconde chose que je voulais dire, c'est parce que vous avez parlé du fait que j'étais activiste. Je l'ai été longtemps dans la lutte contre le sida. Et c'est aussi pour ça que j'ai été a posteriori assez
assez touché par les textes de René Dumont parce qu'il a une vision évidemment sur le monde, sur la planète. On dit qu'il est tiers-mondiste, mais moi j'ai connu aussi c'est quoi le ravage du sida, notamment en Afrique, et c'est très lié aux questions de développement, aux questions démocratiques, y compris le ravage du sida en Afrique du Sud est aussi lié à la question de l'apartheid. Je pense que c'est très important et il faut juste penser le nombre de personnes qui sont mortes et qui continueront à mourir, même si on a fait beaucoup d'avancées. Et c'est très important parce qu'en fait, cette pensée globale, elle nous manque beaucoup aujourd'hui. Elle nous manque beaucoup. Moi, j'étais activiste du sida. Je peux vous dire, on a été très longtemps très seuls. Et de la gauche à la droite, on était très seuls. Hein. Je le dis franchement, très, très, très seuls. Il n'y a qu'à peu près les écolos qui, très rapidement, dans les fins des années 80, nous ont soutenus et ont compris ça parce que peut-être qu'aussi, ils avaient une culture un peu différente sur la question des mœurs, mais aussi sur la question de la vision du monde. Donc, je pense que c'est important de dire ça et aussi d'avoir conscience de cet apport-là. Après, c'est aussi ce qu'on en fait aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis élue à la région Île-de-France, mais je suis beaucoup ce qui se passe à l'Assemblée. On n'est quand même que 18 députés sur 577 députés. Quand il y a une question sur le nucléaire qui est abordée, il y a seulement 18 personnes qui s'opposent à la question du nucléaire. C'est ça la réalité du monde politique aujourd'hui. Et justement, pour la COP 21, puisqu'on va peut-être en parler un petit peu, la question du nucléaire est complètement mise à l'écart. On n'en parlera pas, c'est un sujet tabou en France. Non, enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'à la COP 21, nous, ce qu'on craint comme beaucoup, c'est qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, les pro-nucléaires, ils ont une solution toute trouvée. C'est nous avons une énergie, comme ils disent, décarbonée, propre. Donc, voilà, la solution au climat, c'est le nucléaire. Alors évidemment, quand vous avez la COP 21 en France, il ne faut pas penser que le lobby du nucléaire va se dire on ne va rien faire pour aller vendre nos centrales et tout ça. On a une chance, entre guillemets, pour nous actuellement, c'est que le travail qu'on fait, alors quand je dis on, c'est tous les antinucléaires, qu'ils soient dans des partis ou dans des associations, c'est quand même depuis 2 ans, on a mis en lumière des choses que tout le monde disait depuis longtemps, mais c'est le coût du nucléaire, son manque de sûreté, et ce qui se passe aujourd'hui sur l'EPR. Je peux vous dire, je ne me réjouis pas en soi, sauf que c'est une très bonne nouvelle pour notre combat. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la preuve vivante. Et si on était malin, on pourrait organiser des visites pendant la COP 21 du chantier de l'EPR. Ça serait formidable parce qu'on a sur place, sur pied, le désastre industriel qui est le nucléaire. Mais c'est vrai que le grand danger qui couvre quand même et qui couvrait déjà dans les autres conférences climat, c'est que la Russie, en gros, les États-Unis, mais aussi la France, cherchent à vendre du nucléaire partout où ils veulent pour sauver le climat. Et il faut être extrêmement vigilant. Et c'est vrai que le fait que là, la COP, comme toutes les autres COP, cherche des financements publics, auprès d'entreprises qui ont très peu, en fait, de vraies politiques sur la question du réchauffement, ça montre bien la difficulté. Mais là où on a quand même gagné, il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, la société française est plutôt anti-nucléaire. Dans toutes les enquêtes d'opinion, on le voit. La question, c'est pourquoi est-ce qu'elles soutiennent encore des personnels politiques qui, eux, sont nourris au lobby du nucléaire. Quand je dis nourris, c'est payé. C'est nourri, le bon mot. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous. Alors, je ne sais pas si Jacques Bouteau est dans la salle. S'il a pu venir, non, il n'a pas pu venir, parce que c'est le maire du 2e arrondissement, qui est aussi le 11 novembre au mur de la paix, et qui, justement, organise beaucoup dans sa mairie de réunions. Je suis à l'Amnesty International. En fait, tout le monde se réunit dans la mairie du 2e. J'espère que grâce à Contasso, bientôt dans la mairie du 13e où j'habite, on va... Mais alors là, on aura discuté avec le maire. Bon, on va écouter un peu maintenant les associations, parce qu'il n'y a pas que les politiques qui s'engagent. On les a entendus, c'est très bien. Et c'est difficile, on le reconnaît. Et Stéphane Kerkhoff, est-ce qu'il est dans la salle? Est-ce que je l'ai vu? Non, je ne l'ai pas vu. Il devait venir. C'est l'association Agir pour l'environnement. Alors eux, carrément, je vous dis quand même un petit peu le but de l'association est de faire pression sur les responsables politiques et décideurs économiques en menant des campagnes de mobilisation citoyenne réunissant un réseau d'associations et de citoyens plus large possible, ce qui n'est pas facile non plus à faire. Alors,
je vous signale dans la présence aussi dans la salle, mais il ne parlera pas, de Monseigneur Jacques Gaillot, qui, justement, qu'on était allé voir avec René Dumont à Évreux. Vous savez que Monseigneur Gaillot a soutenu aussi les objecteurs de conscience, qu'il a soutenu l'intifada en Palestine, qu'il était souvent dans les manifestations avec René Dumont, avec Jacquard, avec Théodore Monod, et puis alors qu'il est le cofondateur de Droit Devant, de l'Association pour le logement, et il a poussé pas mal de coups de gueule, il a écrit beaucoup de livres, il a soutenu Cesare Battisti et Marina Petrella, et il a milité aussi pour le droit à l'euthanasie et le mariage homosexuel. Et puis, il a même essayé de bénir, lorsqu'il était encore évêque, les homosexuels. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé, Jacques Gaillot. Hein, je n'ai pas dit de sottise. J'ai parlé à votre place, hein, excusez-moi. Alors, il y a, je ne sais pas si Mehdi Lalaoui a pu venir. Non, Mehdi Lalaoui, qui est un cinéaste qui a beaucoup travaillé sur l'immigration. Il a fait des séries de films pour la télévision sur l'immigration. Il a d'ailleurs, avec Bernard Langlois, qui a écrit aussi pour lui, c'était, alors attendez, je cherche le titre. Voilà, c'est ça, un siècle d'immigration. Et puis alors après, il a fait toute une série aussi sur En finir avec la guerre. Il s'occupe aussi, enfin il écrit en même temps, et nous sommes connus surtout aussi en Nouvelle-Calédonie, où il a beaucoup fait avec Jean-Marie Djibaou, et maintenant il est en train de faire un film aussi sur la tête de Hataï, qu'on a rendu, enfin bon. Alors après, je voulais signaler aussi la présence dans la salle, mais vous le verrez par la suite, de Éric Boulin, qui m'a fait connaître, enfin qui fait partie des cinéphiles du Rail. Il en a fait partie pendant de nombreuses années, une association qui a été créée en 1942 par Henri Alcan, et avec le soutien d'Henri Alcan, c'est ça, ou par lui-même, voilà. C'est connu à la clé lorsque on a passé un film sur Mouna, et puis une très belle soirée autour de Pierre Etex, parce que Éric Boulin recherche des archives. Alors il m'a envoyé un film qui a été créé, qui a été réalisé, qui s'appelle Un jardinier récalcitrant. Alors je ne connaissais pas, je l'avais vu, et c'est un téléfilm à l'époque où l'ORTF avait les moyens de financer entièrement les téléfilms, de Maurice Felvic, donc ça doit dire quelque chose à ceux qui regardaient la télévision à l'époque, scénario de Jean-Claude Carrière. Et alors là, c'est tout à fait intéressant parce que c'est la Société Nouvelle d'Alimentation qui veut imposer la culture de la tomate sans pépins à un jardinier récalcitrant. Alors c'est très bien fait, c'est très bien joué, je vous le recommande. Vous demanderez les références à Éric Boulin qui est là. Bon, Gilbert Nicolas. Alors Gilbert Nicolas, Gilbert Nicolas va venir. Alors Gilbert Nicolas, il arrive de loin, lui il arrive de Quimper. Gilbert Nicolas est un marin breton. Viens par là, Gilbert. Pasteur aussi, pasteur. Et qui donc a mené le bateau Free, hein, parce qu'il y a un livre sur le bateau Free. Il y a un livre sur le bateau Free, un bateau nommé Liberté, contre les essais nucléaires dans le Pacifique avant le Rainbow Warrior. C'est-à-dire ça a presque donné naissance, c'est bien ça. Après, ça, le Rainbow Warrior a continué. En Nouvelle-Zélande, oui. En Nouvelle-Zélande. Alors, Gilbert Nicolas, lui, continue à militer. Il va faire des marches en Australie, il va faire des marches aux États-Unis. Il est venu, il n'est pas venu en marchand de Quimper, là. Bon, et il fait partie des Brigades de la Paix. Il a beaucoup aidé les gens du Nicaragua. Là maintenant, ces dernières luttes, il m'envoie beaucoup de documentation sur toutes les luttes qu'il fait là-bas. Il y a des tas d'articles dans les journaux, mais je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a trop, hein, étant donné que tu es toujours actif. Et puis là, le dernier truc, c'est contre le Japon qui demande la suppression de l'article 9 de la Constitution, c'est-à-dire cet article qui lui interdisait d'avoir une armée au Japon. Deux mots sur René Dumont, Gilbert, et puis en même temps peut-être sur aussi ton bateau. Bon, si on veut, mais
voilà, quand on arrive le dernier, c'est toujours difficile parce que... Non, tu n'es pas le dernier, Nader. Il y en a d'autres. Tout est pratiquement dit et parfaitement dit. Il y a quelque temps, je quittais Quimper, je prenais le train pour aller parler contre le nucléaire, disons, dans le nord de la France, et ma femme m'a fait 2 recommandations. La première, tu parles trop, alors essaye d'être bref. La seconde, bon, on ne te comprend pas très souvent, alors essaye de bien t'expliquer. Alors, pour la première question, c'est facile puisque tout est dit effectivement et toutes les photos qui sont dans le livre de René Dumont, Mes combats, sont tellement accablantes pour notre civilisation et notre temps que c'est vraiment quelque chose de tragique. Et je pense que tout est résumé dans son livre. Et j'ai eu la chance, et ça vous dira mon âge, d'avoir comme professeur Jacques Ellul, de connaître personnellement Jean Pignero, Brice Lalonde, qui était aussi sur ce bateau, qui a beaucoup changé depuis, hélas, et aussi beaucoup d'autres, Jean Rostand, René Dumont, que j'ai fréquenté, et toute l'équipe des pacifistes qui étaient autour de lui. Alors, que dire sur René Dumont? Que c'est un des prophètes non armés de notre temps auquel je tiens et pour lequel je suis tellement reconnaissant. Bon, tout le reste est dit. Merci. Ton livre, et vous pouvez vous mettre en rapport avec Gilbert Nicolas, parce que je suis sûr qu'il a encore un combat en préparation. Donc, s'il y a... Et alors, c'est plusieurs jours de marche, hein, avec des jeunes. Ça dure au moins un mois. Ce sont des kilomètres et des kilomètres. Oui, c'est une association qui a un nom anglais qui s'appelle Footprints for Peace, donc les empreintes de pas pour la paix. Ce sont des marches antinucléaires qui sont très longues, quelquefois, qui durent jusqu'à 3 mois et qui sont terminées en 2010 pour le traité de non-prolifération des armements atomiques à l'ONU à New York. Et puis cette année, il y en a une aussi qui a traversé les États-Unis. Personnellement, j'y crois pas tellement parce que les dés sont joués avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui donc désapprouve, disons, l'arme nucléaire, mais donc donne l'énergie nucléaire à tous les pays qui en veulent, à condition qu'ils ne s'en servent pas. Mais ça, c'est vraiment une mystification. Très bonne idée, oui. Voilà. Bon, est-ce que Monique Dantal est dans la salle? Je ne l'ai pas vue arriver, Monique Dantal, non. Bon, alors, non, parce que c'est pour signaler aussi que les féministes sont très engagés dans l'écologie. Alors, par contre, j'ai vu Sylvia Marcon. Sylvia Marcon, oui, est-ce que vous pouvez venir 2 minutes là pour parler de la Fondation de l'écologie politique? Alors, la Fondation de l'écologie politique, la présidente est Catherine Carrère. Larère, que je me trompe, qui a fait un très beau livre là, philosophique, hein, c'est de la philosophie, là, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, c'est très intéressant. Penser et agir avec la nature. Catherine Larère et Raphaël Larère. Alors Raphaël Larère, c'est son papa. Hein, c'est son mari. Ah, bah alors, j'ai tout faux, moi, j'ai tout faux. Dites-nous, venez par là. Et dites-nous un peu, alors votre fondation qui est assez récente, mais qui est européenne. Oui, ça marche. Alors peut-être un petit mot quand même sur René Dumont, que bien évidemment je n'ai pas eu ni la chance de voter ni de connaître. La Fondation de l'écologie politique a travaillé avec le Musée du Vivant, donc j'étais ravie de savoir qu'il y avait quelqu'un éventuellement de la Fondation René Dumont pas loin. Donc voilà, si on peut se voir après, ça sera vraiment avec plaisir. Donc nous avons travaillé avec le Musée du Vivant sur une exposition qui concerne René Dumont et qui est disponible sur notre site. Ça, c'est pour clôturer la parenthèse de Dumont.
Sur la Fondation de l'écologie politique, c'est très difficile de le faire en 2 minutes, mais je vais quand même essayer de le faire. Je suis d'accord plus ou moins avec tout ce qui a été dit ce soir. Les écologistes manquent de moyens d'exprimer des idées, manquent de moyens d'action, manquent d'idées peut-être parfois. Et ben, ils ont fait une bonne chose, je crois, c'est de créer cette fondation de l'écologie politique et de lui donner une identité indépendante, européenne et internationale. Donc, ils ont choisi une directrice italienne, donc c'est déjà un bon pas. On a travaillé sur les archives d'André Gortz, donc il y a cette première publication. Et l'idée, c'est de continuer à travailler, à faire connaître justement les penseurs de l'écologie politique en France. Parce que pour m'inscrire un peu en faux par rapport à ce qui a été dit, en revanche, sur le fait que l'écologie doit ou pas être politique, bon, il y a un ouvrage qui tombe bien là-dessus aussi, pourquoi l'écologie est politique. Je crois que le risque qu'on a couru pendant pas mal d'années, pas seulement en France, en Europe, c'était de dépolitiser un certain nombre de sujets. Et c'est exactement ce qui se passe sur la COP21 aujourd'hui. Donc René Dumont aurait été parfait pour expliquer ces enjeux et en faire vraiment des enjeux systémiques, donc globaux, mais concrètement faire le lien véritablement entre les différents secteurs et ne pas laisser ça comme un enjeu écologique. La COP21 n'est pas un enjeu écologiste, n'est pas un enjeu écologique, n'est pas un enjeu qui concerne que ça. Ça concerne bien évidemment tout le modèle de développement. Donc la notion de progrès là-dedans pourrait être bien détaillée. Et ce que je trouve assez intéressant, justement, si on pouvait faire renaître René Dumont et le remettre en avant à cette occasion, en le faisant plus connaître, en faisant connaître ses textes, je crois qu'on gagnerait bien, puisque les réponses qu'on a aujourd'hui, les solutions de la COP21, puisque c'est assez galvaudé comme terme, dans la communication officielle, c'est que les solutions sont techniques ou économiques. Alors que je crois qu'il y a beaucoup de solutions qui encore aujourd'hui sont politiques. Donc si on pouvait repolitiser un certain nombre de sujets et si on pouvait le faire avec pédagogie, ce que les Allemands ont réussi à faire très bien, puisque la Heinrich-Böll-Stiftung, c'est une très grande fondation qui a nourri pas seulement le public et le débat public allemand, mais bien au-delà, elle a réussi à se faire connaître par ses productions intellectuelles. Je pense qu'on aura gagné un bon combat. Et donc, c'est une fondation qui est effectivement adossée au parti Europe Écologie Les Verts, mais qui est totalement indépendante et qui publie, qui organise des colloques, des conférences. Et pas plus tard que la semaine prochaine, nous organisons une conférence. Donc, les informations sur le site, je ne m'allonge pas, mais sur comment justement très bon site. On peut rapprocher la question climatique, et donc l'agenda climat traité par les institutionnels de façon très isolée, à l'agenda du développement pour encore une fois faire ce que René Dumont arrivait à faire très bien, c'est-à-dire parler aux citoyens du monde et parler de façon très claire et inscrire là-dedans aussi une bonne critique quand même au système libéral qui était un peu le flux conducteur de pas mal d'inégalités qu'il observait dans le monde. Alors j'ai eu la chance de vous rencontrer justement et de vous découvrir dans le 13e arrondissement. Vous êtes à la rue de la Colonie. Bon, donc il y a beaucoup de jeunes chez vous et je crois que il faut absolument qu'on se rapproche. Ceux qui connaissaient pas, moi je connaissais pas la fondation, je l'ai découverte. Ça ne m'étonne pas, c'est notre travail dans les prochaines années, c'est très récent. C'est aussi l'occasion en se rencontrant de se connaître. Alors, merci pour cette occasion. Merci, et merci Sylvia. Pour cette soirée, puisqu'elle est très réussie. Et il y a un livre que vous avez publié, que je ne retrouve plus. Là, je l'avais apporté aussi. Bon, enfin, sur la COP21, oui. Alors, il est totalement téléchargeable sur le site Internet. Alors, c'est dans 20 ans. C'est assez optimiste. Oui. Hein. Alors, si ça réussit, voilà ce qui va se passer dans 20 ans. Tout ira bien, quoi. Pas complètement. Hein. C'est un peu plus complexe que ça, oui. Mais l'idée était celle un peu peut-être d'enjamber la COP21 et de se dire que peu importe ce qui se passe, l'horizon de réflexion sur ces questions est bien plus long et surtout, il y a d'autres solutions qui sont peut-être à l'écart de négociations internationales et qui peuvent donner des idées. Donc, c'est un ouvrage encore en cours de construction. Chacun peut, s'il le souhaite, proposer un texte et il sera publié sur le site de la Fondation. Donc, vous n'avez que à taper Paris Climat 2015, 20 ans après. Et vous trouverez effectivement cet exercice d'imagination collective disponible c'est de la prospective. Et ouvert. Prospective, voilà. Pas de la science-fiction. Hein. Merci beaucoup. La prospective, merci. Bon, et on termine par les historiens alors. Hein. On fait un retour en arrière parce que je voulais quand même signaler la présence de Claude Pentier dans la salle. Donc tu peux venir dire un petit mot, Claude, parce que dans le dictionnaire,
Dans le numéro, donc, dans le numéro combien là il y a eu beaucoup, le numéro 26. Il y avait la biographie de René Dumont déjà, qui a été ensuite, bien sûr, actualisée. Elle a été actualisée, puisque, reprise, voilà, parce que là, on parlait que d'une partie, c'était sur une certaine période. Mais en 2 mots quand même, tout le monde connaît presque le Métron. Claude Pentier en est actuellement le directeur. Mais quand même, rappeler rapidement ce qu'est le Métron. Et puis, justement, René Dumont, quelle est sa place? Pourquoi il se retrouve dans le Métron? Oui, le Métron, c'est dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social. 154 000 biographies de gens qui, à des niveaux divers, ont essayé de changer la société, l'économie, la politique, et notamment ceux qui sont porteurs d'utopies, de projets, de réalisations concrètes. Là, René Dumont, il y a sa place de toute façon, parce que ça a été au départ un militant. Alors là, je ne vais pas vous faire la biographie, il y a plus de 3 pages dans le Métron, mais comme tu n'as pas passé ton premier film, on ne sait pas qu'il a été un peu socialiste, d'ailleurs, en passant. Puis après, il disait « Je suis trop socialiste pour être membre du Parti socialiste ». Et pour l'écologiste, c'est aussi un peu ça. « Je suis trop écologiste pour être membre d'un parti ». Mais il était abondanciste, qui est un courant peu connu du mouvement ouvrier, qui est porteur de l'économie distributive. Et il y a quelque chose, il faut que je mette le micro peut-être plus proche comme ça, il y a quelque chose qui le préparait d'ailleurs avec l'abondanciste à l'écologie. Et puis, moi je l'ai connu qu'une seule fois. J'étais dans une manifestation, il était venu me chercher en disant « Viens interroger, viens l'interroger. » Tu as toujours la caméra, Bernard a toujours sa caméra qui était prête. Alors j'ai discuté de Montargis, de Fontenay-sous-Bois, de l'abondancisme avec lui, comme ça, pendant quelques minutes. Mais je crois d'ailleurs que ce rapport entre les biographies qu'on établit comme historien et puis le travail que tu fais en filmant, il est très fort. Tu as beaucoup suivi tout ce qui se faisait, tu as fait beaucoup de portraits qui communiquent à des publics différents, qui sont toujours faits du respect. On essaie. Qui est fait du respect du témoin, d'une volonté de connaître, de prendre son temps, de pas bousculer, de pas piéger le témoin, etc. Donc il y a des traits communs entre notre travail d'historien et ce que tu fais. Alors, d'ailleurs, dans le dictionnaire, on signale tes films. Pour compléter, je dois dire que oui, que c'est grâce à René Dumont. À Jean Métron. À Jean Métron. Le premier film que j'avais fait sur André Clodo avec Jean Métron, c'est un peintre, en marge de la télévision, puisque c'était un film aussi un peu antimilitariste. À l'époque de Gaulle, c'était pas très bien vu. Donc, on a fait ça. Et c'est grâce à lui, après, que j'ai découvert plein de personnes très intéressantes et alors forcément un peu libertaires quand même. Pour redécouvrir Clodo, voilà livre de poche, le dictionnaire des anarchistes. Voilà, le dictionnaire des anarchistes, donc, qui concerne un certain nombre de gens même qui sont dans la salle. Ah bah oui. Et puis le dernier sur les résistants. On vient de faire un dictionnaire biographique des fusillés de la Seconde Guerre mondiale, mais de la totalité des fusillés par condamnation et comme otage. Ça, c'est la méthode du Métron, ça allait jusqu'au bout. C'est 2000 pages, papier Bible, et bon. Ce qui permet de poser différemment en fait, une série de problèmes de la société, de la répression, à la fois aussi de la mémoire, en apportant du vrai document historique. Mais enfin, là, c'est pas le thème de la soirée, donc... Parce que si tu me lances, je risque de continuer pendant une demi-heure. Allez sur le site Le Métron. Vous allez voir toute la biographie, vous allez voir tout le calendrier de toutes les rencontres qui vont avoir lieu. Et puis je voudrais terminer peut-être par Catherine Rivagorda. Parce que Catherine Rivagorda est quelqu'un qui a connu René Métron, elle était sa kiné. Et grâce, on va terminer avec Catherine, parce que nous nous sommes souvent croisés, elle est devenue ensuite aussi, et au contact avec René Dumont, je crois que c'est comme ça, Catherine, que ta fille est devenue agronome. Voilà. Comme ça. Vous voyez, ça, la kinésithérapie... C'est tellement différent, parce qu'il était demandeur. À 90 ans, il s'était cassé le col du fémur en faisant du vélo. Oui, et puis l'épaule aussi. Et l'épaule aussi. Et pour une volonté d'en faire.
Et pour le décrire un petit peu, quand enfin il a pu marcher, il m'a donné ses béquilles en me disant « Vous le donnerez à quelqu'un d'autre, je n'en aurai plus besoin. » Voilà. Merci Catherine. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Si vous le souhaitez encore communiquer un petit peu avec les personnes, on va se retrouver dans un bar qui s'appelle le Dôme, qui est un des seuls qui reste ouvert encore dans le quartier jusqu'un peu tard, et qui est à Métro Villiers. Alors on vous offre un petit pot là-bas parce que maintenant c'est l'heure de quitter la salle de la SCAM. Alors je vous remercie.